Erev Tov, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est très heureux de se retrouver avec Georges Spira. On a fini de parler des généralités des Juifs d'Orient. On attaque les Juifs du Yémen, mais je crois que Georges, après plus de 2 semaines, je crois qu'on ne s'est pas vu, tu as un carnet de famille à nous annoncer. Asbeh Chavod, bonne étude à tous. Tu le mets en vedette? Voilà, je suis à vous tout de suite. J'espère que les Chagim se sont bien passés, que Pessah s'est bien passé, tout le monde a construit, tout le monde a rangé, et on va reprendre la suite. Alors d'abord, effectivement, carnet de famille. Je voudrais vous annoncer les fiançailles d'un petit-fils de Micheline Cohen, qui s'est fiancé la semaine dernière, en toute fin de semaine. Donc, Mazel Tov à Micheline. Mazel Tov aussi à Alex qui a mis au monde une bande dessinée à la gloire de Herzl, et on le remercie parce que c'est un bon moyen d'enseigner aux enfants la très belle histoire de Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, pour faire simple les choses. Voilà, et puis donc c'est une naissance importante. Et voilà, je crois qu'en carnet, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Il faut me tenir informé, sinon je peux pas raconter. Du couple Confino, vous vous rappelez, qui s'était installé à Ispahan et a ouvert les écoles de l'Alliance. Je ne reviens pas là-dessus. Et donc, on a terminé effectivement les généralités. Et on va commencer maintenant à étudier pays par pays, les pays de terre d'islam. Et le premier pays que j'ai choisi, il est un peu original, ce n'est pas les grandes communautés, mais c'est le Yémen. Le Yémen qui est une communauté extrêmement intéressante par une histoire très riche. Voilà, alors je commence tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet, un tout petit peu d'histoire générale justement. Le Yémen se situe au sud de la péninsule arabique. Alors ça c'est quelque chose d'important, je ne vois pas ce que je vous montre, c'est trop près, je ne sais pas. Je ne vois rien là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, voilà. Le Yémen se situe au sud de la péninsule arabique, ici. Vous voyez aussi, d'ailleurs, j'ai coloré un petit peu ce qui est terre agricole, terre cultivable, c'est le bord de mer. Et c'est tout. Tout le reste, en marron, ce sont des montagnes plus ou moins élevées, ou du désert. Donc, c'est un très grand territoire, très peu exploité et très peu exploitable. Il a par contre une particularité, il se situe à l'entrée du golfe d'Aden, et cette situation est stratégique, politiquement et économiquement, et ça va déterminer pas mal des histoires que je vais vous raconter ce soir. Voilà. C'était lisible, visible, cette carte? On ne peut pas me le dire, oui, bon. Alors voilà, donc, situé au sud de la péninsule arabique, en face de la Corne de l'Afrique, c'est un pays essentiellement musulman avec deux types d'islam, les sunnites et les zaïdites étant des chiites un petit peu plus modérés que les chiites traditionnels. Et pendant des siècles, c'est un imam zaïdite qui a gouverné le Yémen. L'Empire ottoman a conquis le Yémen en 1530 et ils ont été foutus à la porte en 1630. Donc, un siècle de présence ottomane, c'est très, très court. On verra comment ils ont été fichus à la porte. Mais l'Empire reviendra au milieu du 19e siècle et sa présence se terminera avec la fin de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. La deuxième fois, il revient par la plaine côtière, donc pas du tout par la mer, mais par la plaine côtière à côté de la mer Rouge, voilà, par là, voilà. Ils rentrent par ici, ils vont aller vers l'intérieur des terres, mais pas très très loin, parce que c'est une conquête qui date de 1872 et une bonne quarantaine d'années plus tard, ils sont fichus à la porte. À la fin de l'époque ottomane, arrive au pouvoir l'imam Yahya Hamid al-Din. Alors, Yahya Hamid al-Din,
comme je ne parle pas très bien l'arabe, je vous l'ai préparé en petit papier. Voilà, Yahya Hamid al-Din. Je l'ai noté parce que c'est un personnage qui va jouer un rôle important et positif pour les Juifs. C'est pour ça que j'ai relevé son nom. Il prend le pouvoir en 1918. Il sera assassiné en 1948 par un fanatique religieux musulman. Donc, quand je vous dis ça, ça veut déjà dire que Yahya al-Din était plutôt quelqu'un de modéré. Et le régime continuera quand même après son assassinat jusqu'en 1962. Donc, on est très contemporain là. 1962, c'est une date importante dont nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Et en 62 est instauré un régime républicain. Et puis, depuis 2011, c'est la guerre civile, vous le savez, une guerre épouvantable. Alors, d'ailleurs, dernière nouvelle du Yémen, vous l'avez tous certainement lu, il y a une dizaine de jours, 13 Juifs ont été expulsés par les Houthis. Il doit rester 5 ou 6 ou peut-être 10 Juifs au Yémen en tout et pour tout. Et alors, les choses ne sont pas très claires. Ils ont été expulsés moyennant la libération d'un Juif qui a été arrêté en 2006 pour avoir exporté avec des gens qui ont quitté le Yémen un Sefer Torah très ancien, qui, d'après les Houthis, qui évidemment n'en ont rien à fiche, considèrent que ça fait partie du patrimoine yéménite, et donc un bon prétexte pour emprisonner ce Juif qui s'appelle Lévi. Et ils ont proposé, semblerait-il, mais ce n'est pas clair, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, ils ont proposé l'expulsion de 13 Juifs, moyennant quoi ils libéreraient ce monsieur Lévi de prison. Donc, il reste pratiquement plus personne ou pratiquement rien. Jusqu'à aujourd'hui, cette société est structurée selon des logiques tribales, tant sur le plan social que sur le plan militaire, que sur le plan politique. Alors, si je vous dis ça, c'est que ça aura une incidence directe également sur la vie des Juifs au Yémen. La première moitié du XXe siècle, on estime que la population yéménite se situe entre 3,5 millions et 4 millions de personnes, dont environ 70 000 Juifs. Voilà. Et jusqu'en 1970, l'essentiel des Juifs restant au Yémen, parce que vous savez qu'il y a une très très forte émigration dans les années 50, l'essentiel des Juifs restant au Yémen vivent dans des zones tribales rurales où on trouve des dizaines de milliers de petits villages répartis dans les montagnes, dans les plaines, dans les oueds, etc. C'est justement, si je prends une autre carte là, je ne sais pas, j'espère que vous voyez quelque chose. Alors, toute cette partie-là, où je suis là, voilà. Toute cette partie-là où il n'y a rien de dessiné, rien d'écrit, c'est des zones tribales, c'est des montagnes, c'est du désert, c'est des oueds, c'est très désertique, très désertique. Et donc, l'essentiel des Juifs qui vivent encore au Yémen habitent ces villages, ces hameaux. Il y a des milliers de villages et on estime que les Juifs sont répartis, c'est une estimation évidemment, dans environ 1200 villages ou hameaux. C'est vous dire que les communautés ne sont pas des communautés de 1000 familles. C'est des toutes petites communautés, toutes petites, mais qui vivent. Et on verra tout à l'heure comment. En ce qui concerne la population urbaine, elle est essentiellement concentrée à Sanaa, la capitale, et représente environ 15% de la population totale. Autrement dit, la population urbaine yéménite est très, très limitée en nombre. 15%, c'est peu. Dans des pays modernes, on est à pratiquement 80% de population urbaine. Alors, avant l'islam, il y avait une histoire quand même au Yémen. Et en fait, la tradition situe la présence des Juifs au Yémen avant la destruction du deuxième temple. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? C'est un petit chapitre intéressant, ça. Hérode aurait envoyé une troupe de soldats juifs avec les Romains pour les aider dans leur guerre contre le sud de l'Arabie saoudite, de l'Arabie aujourd'hui saoudite et donc du Yémen. Pourquoi cette guerre?
parce que toute la péninsule arabique sert de voie de communication pour amener les aromates, les épices, l'encens et la myrrhe depuis l'Inde jusque vers le bassin méditerranéen. Et donc, il faut protéger cette route qui est une route commerciale importante. Et un petit peu plus tard, d'ailleurs, on aura cette route de l'encens jalonnée de villages nabatéens, ça vous le savez. On trouve un village comme ça tout près de Sde-Boker. Il y a Petra que tout le monde connaît, qui est très réputé, mais toute cette route est jalonnée d'implantations nabatéennes qui assuraient le commerce, qui assuraient les caravanes qui transportaient les aromates et l'encens depuis les Indes jusqu'au bassin méditerranéen. Donc les Romains veulent garantir cette route, font la guerre et une équipe, un groupe, une compagnie de soldats juifs envoyés par Hérode accompagne les Romains dans cette guerre. Sauf que ce régiment n'est jamais revenu en Israël. Donc, on peut facilement imaginer qu'ils ont fait souche sur place. D'ailleurs, très souvent, pas toujours, mais très souvent, les troupes romaines étaient accompagnées de leurs épouses, en tout cas les cadres de toute façon. Donc, on peut aussi peut-être imaginer que ces Juifs ont, pour certains d'entre eux, emmené leurs femmes avec eux et donc auraient fait souche au Yémen. On a une petite preuve de ça. On a trouvé à Beth Shearim, alors on n'est plus au Yémen, on est dans un pays qui s'appelle Israël. Des archéologues ont trouvé des tombes dont les inscriptions déterminent très exactement que ce sont des Juifs originaires du royaume de Himyar, sur le territoire actuel du Yémen. Ces tombes sont datées de 115, plus 115. Donc, effectivement, elles apporteraient la preuve que des Juifs ont habité au Yémen dès le début du IIe siècle. Lorsqu'il y a un décès, il faut imaginer qu'à la faveur d'une caravane, les dépouilles ont été ramenées en Eretz Israël pour être enterrées en terre d'Israël. Sur ce royaume de Himyar, on sera amené à en reparler, c'est le successeur du royaume de la reine de Saba, du royaume de Saba. Royaume de Saba, alors l'histoire de la reine de Saba, on en parlera évidemment, vrai ou faux, on ne sait pas trop, mais ce qui est certain, c'est que le royaume de Saba, il a existé, c'était très important, il couvrait une grande partie du Yémen, l'Érythrée, un petit bout du Soudan et l'Éthiopie. Donc c'est un vaste territoire qui était puissant, effectivement. Alors la reine là-dedans, c'est une autre affaire. Mais les Himyarites, on va en reparler. Donc, il semblerait vraiment que des Juifs étaient au Yémen dès le IIe siècle. Ce commerce très actif de la route de l'encens va de la Syrie à Eilat, de Eilat vers le sud, en passant par l'oasis du Hedjaz, ça c'est en Arabie Saoudite, et il arrive donc au Yémen, et du Yémen part vers les Indes, pas encore vers Ceylan. Les échanges entre les Indes, le Maghreb et l'Égypte sont très intenses et des colonies commerciales, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vont s'implanter et jalonner cette route de l'encens. Ce qui est sûr, en ce qui concerne l'histoire du Yémen, c'est que la dynastie régnante des Himyarites, qui va régner après justement avoir défait le royaume de Saba, à la fin du IIIe siècle, cette dynastie s'est convertie au judaïsme à la fin du IVe siècle. Ça, c'est certain, attesté, et nous allons voir tout de suite comment. Le dernier juif himyarite, le dernier roi, pardon, s'appelle Youssef Dou-Nouvas. Je vais vous montrer son nom. C'est un nom connu. Voilà. Youssouf Dou-Nouvas. Donc, ses dates, c'est 517-525. Et il est connu parce qu'il a entretenu une correspondance avec une yeshiva de Tibériade. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est en lien avec Eretz Israël. Il a une correspondance, il y a des shelot, il y a des tshuvot. Et maintenant, on peut se poser la question,
pourquoi les Himyarites ont choisi de se convertir au judaïsme. Alors voilà ce qui se passe. On est donc à la fin du IVe siècle et les Byzantins chrétiens sont en train de prendre pied au Yémen. Or, le problème, c'est que la conversion au christianisme byzantin supposait une soumission à l'Empire byzantin. Et les Yéménites sont des gens extrêmement fiers qui refusent cette soumission. Et donc, le premier roi himyarite à se convertir au judaïsme le fait par opposition à cette soumission à l'Empire byzantin. Il s'appelle Abikarib Assad. Voilà ce monsieur. Abikarib Assad. Voilà. Et il sera le premier roi himyarite à se convertir au judaïsme. Pour autant, le judaïsme n'est pas imposé à tous les habitants du Yémen, mais cette conversion, d'un côté au judaïsme et d'un autre côté l'entrisme que pratiquent les Byzantins, va sonner la fin du polythéisme ancestral au Yémen, donc la fin de l'idolâtrie. Le christianisme se diffuse quand même de plus en plus et il est vu par les Himyarites comme une secte et violemment combattu, violemment. Ce qui est aussi intéressant à relever, c'est qu'à l'époque, 4e, 5e, jusqu'à la fin du 5e siècle, il y a une agriculture très importante au Yémen. Et ça, c'est étonnant. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une terre de montagne et de désert. Mais en fait, il y a eu un barrage qui a été installé sur une rivière au niveau de Mareb. Mareb, c'est au centre du Yémen. Ça se situe, voilà, ça se situe ici. Ici, vous voyez quelque chose, j'en sais rien. Mareb, c'est là. Donc vers le centre du Yémen. Et ce barrage, qui est une véritable œuvre d'art, va irriguer toute la région. Mais la digue s'est d'une première fois en 360 et une deuxième fois en 456. Et à partir de là, ce barrage ne sera pas plus reconstruit et toute la région, jusqu'à aujourd'hui, retourne à la désertification et à l'aridité totale. Alors, en 470, il y a le martyre d'un certain Askir. Peu importe, ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est important, c'est que ce martyre, donc cette exécution, c'est un chrétien, entraîne une guerre religieuse entre les Juifs et les chrétiens sur fond de guerre civile. En 519, le roi d'Éthiopie, l'Éthiopie n'est pas très loin, je vous l'ai montré, c'est juste l'autre côté du bras de mer. Le roi d'Éthiopie soutient ce coup d'État des chrétiens contre du chrétien Madikarib Yafour. Alors, où qu'il est notre ami Yafour, le voilà. C'est donc un chrétien qui entraîne un soulèvement contre le roi juif himyaride. Et il est c'est plus himyaride, excusez-moi, c'est Dounouvas, le dernier roi juif du Yémen. Il est battu, il est exécuté par Dounouvas et Dounouvas exerce une répression terrible contre les chrétiens du Yémen. Alors, il y a un juif qui refuse l'autorité des chrétiens, lui aussi, et on cherche à le faire taire dans une autre partie du Yémen. Fin de l'histoire, en 522, Yafour, qui s'était révolté contre le roi juif, est exécuté par Dounouvas. Il assoit son pouvoir avec une répression très sanglante. Et alors là, les Abyssins, les habitants d'Abyssinie, qui sont chrétiens byzantins, sont envoyés par le Basileus, qui est le grand patron des chrétiens byzantins, pour attaquer le roi. Dounouvas perd la guerre et il se suicide. C'est la fin du royaume juif du Yémen. Là, nous sommes donc en 525.
Alors, entre 525 et 630, il y a une période de latence. 630, vous savez ce que c'est l'arrivée des musulmans. Le christianisme s'implante grâce à des forces étrangères, donc notamment les Abyssins, entre 525 et 570, mais il va y avoir une réaction. Alors déjà, Procope de Césarée, c'est un historien byzantin qui a vécu au VIe siècle entre 500 et 560, et il parle dans ses écrits de la campagne des Éthiopiens chrétiens contre les Himyarites. On a confirmation de ce que je viens de vous dire, qui étaient tous juifs. Donc tous les Himyarites, tous les Yéménites, si vous préférez, étaient juifs à l'époque. Et pendant la période chrétienne, entre 520 et 570, beaucoup de juifs vont se convertir au christianisme, tout simplement pour avoir la vie sauve, ce n'est pas nouveau, et certains deviendront des crypto-juifs, donc des juifs qui pratiqueront en cachette. Et de 571 à 632, nous avons une domination perse-sassanide. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'occupation des Abyssins est très mal acceptée par la population yéménite, d'origine juive, je vous le rappelle, et un prince yéménite juif, parce qu'il y en avait encore, qui s'appelle Saïf ibn Di Yazan. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui ai inventé les noms. Saïf ibn Di Yazan fait appel aux Perses. Il ne le ferait peut-être pas aujourd'hui, hein, mais à l'époque, il fait appel aux Perses pour chasser les Abyssins. Et nous assistons à une invasion perse sassanide qui renverse le roi abyssin Masrouk et qui s'installe à sa place. Et donc, nous avons une domination sassanide de 571 à 632. Et puis 632, arrive l'islam. L'islam conquérant s'implante. Il est accepté par les tribus yéménites très rapidement. Et les tout premiers califes du Yémen, qui s'appellent les califes Rachidoun, développent immédiatement le port d'Aden. Alors Aden, c'était pas grand-chose. Le grand port à l'époque du Yémen, c'était pas Aden, c'était Hodeïda, beaucoup plus au nord. Hodeïda, ça se situe quelque part par là. C'est mon doigt, voilà, quelque part par ici. Ce port est aujourd'hui complètement ensablé et les musulmans immédiatement développent Aden, voyant l'intérêt stratégique, géographique, commercial de ce port, qui va effectivement se développer jusqu'à aujourd'hui encore. Aden, c'est le carrefour entre l'Afrique, le Levant et l'Asie. De longue date, il y a des Juifs établis à Aden. Petit port, pas grand-chose. Mais avec l'arrivée des musulmans, ils se développent, ils s'enrichissent considérablement, développent le commerce et ça va aller très très loin, cette affaire-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de 632, comme l'islam devient quelque chose de très internationalisé, on retrouve l'islam dans beaucoup de pays, les juifs yéménites vont développer des liens avec les autres communautés de diaspora. Ce ne sera pas très important comme lien, mais si vous voulez, ils vont accéder à l'idée qu'il existe des juifs ailleurs qui ont une culture et qui a des échanges possibles. Et ça va aller très loin, assez rapidement. Donc, on développe des échanges avec la Babylonie, la Palestine, l'Égypte, l'Espagne et même l'Europe. Et à partir de 630, après on va perdre un petit peu la trace, mais le judaïsme yéménite va être véritablement partie prenante dans le développement du judaïsme mondial, dans tous les domaines, dans l'exégèse biblique, dans la halakha, dans la philo, dans la poésie, dans la kabbale, dans les mouvements messianiques, et un peu plus tard, ils seront même partie prenante dans le développement de la Haskalah. Ça, c'est quand même très surprenant. La Haskalah qui naît en terre occidentale
et qui arrive dans une région qui n'a jamais vu un occidental. Nous allons voir comment cette affaire-là est possible. Voilà, alors il y a un âge d'or de la communauté juive d'Aden, du temps des Ayyoubides, entre 1173 et 1229, et puis des Rassoulides entre 1229 et 1454. Aden, c'est la plaque tournante du commerce Méditerranée-Océan Indien. Il y a même à Athènes un notable très très important, très puissant, qui s'appelle, encore un nom un peu simplet, qui s'appelle Madmoun ibn Hassan ibn Bundar. Madmoun ibn Hassan ibn Bundar. Alors, je ne sais pas quand il est né, je peux vous dire quand il est décédé, en 1151. Il représente les douanes du calife. Vous savez que le poste de maître des douanes est extrêmement lucratif dans tous les pays d'islam. Et il arme avec un marchand musulman un bateau qui va ouvrir la première fois la route maritime entre Aden et Ceylan. Ceylan, c'est le thé, déjà à l'époque. Donc, on va développer un nouveau produit, quelque chose de tout à fait nouveau pour l'importation. Maintenant, le Yémen aussi produit quelque chose. Le Yémen a une histoire assez amusante. Un jour, des chameliers ont vu que les chameaux ils mangeaient des petites graines comme ça. Et puis, quand ils avaient mangé ces petites graines, les chameaux étaient pleins d'énergie, pleins de vie et ils voulaient bouger. Ils étaient costauds. Alors, ils ont essayé ces petites graines. Ils ont vu que ça leur faisait du bien à eux aussi. Ces petites graines, ça s'appelle du café. Et c'est probablement la première origine du café au Yémen. Une histoire amusante, peut-être un petit peu mythologique, je ne sais pas, mais enfin l'histoire elle est sympathique à raconter. Voilà. Alors, les Juifs d'Aden qui font du commerce, qui voyagent, enfin qui envoient des bateaux, reçoivent des tchouvot de Babel, de Babylonie, donc d'Irak, et donc tout ça s'installe bien, sauf que au XIIe siècle, les Karaïtes vont s'implanter au Yémen et vont être extrêmement actifs et extrêmement remuants. Vous connaissez les Karaïtes, c'est né en Irak, Babel, et ils ont une activité très importante, notamment à Aden, jusqu'au XVIe siècle. Alors tout ça, c'est bien joli ce que je vous raconte, c'est un paradis le Yémen, mais ce n'est pas tout à fait un paradis quand même. Ça n'empêche pas des persécutions de juifs, n'oublions pas, nous sommes en terre d'islam, les musulmans s'en prennent aux juifs, en témoigne d'ailleurs la Higueret Teman, la lettre que Rambam va écrire au XIIe siècle et qu'il envoie aux juifs du Yémen. On va y revenir tout de suite. Il envoie cette lettre pour les raffermir dans leur foi pendant ces périodes extrêmement difficiles. Et cette lettre d'ailleurs sera diffusée dans toute la diaspora. Maintenant, on peut se poser la question, Rambam, XIIe siècle, comment est-ce qu'il est au courant de la situation au Yémen? C'est loin le Yémen. C'est une vraie question. Alors on a une réponse. Elle est la suivante. Les Juifs yéménites, certains en tout cas, sont persécutés au XIIe siècle et ils rejoignent une hérésie qui a été formulée par un bonhomme, un juif du Yémen. Je n'ai même pas le nom pour dire qu'il est passé vraiment dans l'oubli de l'histoire. En tout cas, je n'ai pas trouvé son nom. Et ce prophète autoproclamé prêche une espèce de religion syncrétique entre le judaïsme et l'islam. Encore une fois, je n'ai pas trouvé son nom, je suis désolé. Si un jour je le trouve, je vous le donnerai. Mais il a été totalement oublié. En tout cas, un certain temps, il a fait des dégâts dans la communauté juive du Yémen. Les Juifs sont assez isolés, évidemment, et ils sont menacés par les chiites zaïdites, dont je vous ai parlé, qui veulent les convertir de force. Il n'y a pas beaucoup de grands chachamim à l'époque au Yémen. Il y a des gens qui savent un peu. Il n'y a pas vraiment
Il n'y a pas de yeshivot. Il n'y a pas de grands talmidei chachamim. Il y a des gens qui ont étudié par eux-mêmes, à l'école un petit peu, etc. Et voilà, alors il se trouve quand même un sage, un rabbin, qui s'appelle Yaakov ben Nathanael al-Fayoumi. Yaakov ben Nathanael al-Fayoumi, qui écrit une lettre à Rambam, à Maïmonide, pour lui décrire la situation et lui demande conseil. Et Rambam va lui envoyer une réponse qui va bloquer le développement de cette hérésie. Et je vais vous en lire l'essentiel, évidemment pas tout parce que c'est extrêmement long, mais ça vaut quand même le coup de voir les raisonnements de Rambam et combien son approche est totalement moderne. Voilà, une idée pour se rendre compte de la puissance dialectique, de la capacité de combat intellectuel de Rambam vis-à-vis de la philosophie et vis-à-vis des adversaires du judaïsme. Souvenez-vous que notre religion est la vraie et authentique religion divine qui nous a été révélée par Moïse, le maître de tous les prophètes, et par laquelle Dieu nous a distingués du reste de l'humanité, ainsi qu'il est écrit dans l'Écriture, et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est à leur postérité, c'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples. Bon, ça, c'est banal. C'est dans Dvarim, c'est la traduction d'un verset de Dvarim. Ceci n'arriva pas à cause de nos mérites, mais par un acte de la grâce de Dieu et à cause de nos ancêtres qui connaissaient Dieu, l'histoire traditionnelle, les mérites d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pourquoi toutes les nations, poussées par l'envie et l'impiété, s'élevèrent contre nous et tous les rois de la terre, unis par l'injustice et l'inimitié, s'appliquèrent à nous persécuter. Je vous rappelle, Rambam, c'est Cordoue, c'est l'Espagne, et il a même été obligé de se convertir à l'islam pour pouvoir fuir, et après il est revenu au judaïsme en Égypte. Il voulait, on parle donc des nations, il voulait contrarier Dieu, mais il, avec un grand I, ne peut être contrarié. Depuis les temps de la révélation, tous les despotes ou les esclaves ayant atteint le pouvoir, qu'ils aient été violents ou ignobles, eurent pour premier but et pour dessein final la destruction de notre loi et d'abattre notre religion au moyen de l'épée, de la violence et de la force brutale. Ainsi, Amalek, Sisera, Sennacherib, Nabuchodonosor, Titus, Adrien. Que leurs os soient broyés en poussière. Ouais, il leur souhaite du bien. Et d'autres pareils à eux. Telle fut la première catégorie de ceux qui tentèrent de déjouer la volonté divine. La deuxième catégorie fut celle des nations les plus intelligentes et les plus cultivées, telles les Syriens, les Perses et les Grecs. Eux aussi tentèrent de détruire notre loi et de l'adultérer, mais à l'aide d'arguments et de controverses. Ils cherchèrent à abroger la loi et à en effacer toute trace au moyen de leurs écrits polémiques. Tout ça, ça vous dit quelque chose. C'est vraiment très, très moderne comme propos. Eux, tout comme les despotes, veulent y parvenir au moyen de l'épée. Mais ni les uns ni les autres n'y parviendront. Nous possédons l'assurance divine donnée à Isaïe, suivant laquelle tout tyran qui s'élèvera contre notre loi pour la détruire sera abattu par le Seigneur. Et de même, il mettra à néant les efforts pour l'ébranler à l'aide d'arguments. Cette assurance est contenue dans les vers suivants. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est dans Ishaïa, prophète Isaïe. Après cela, s'éleva une nouvelle secte. Alors, dans cette secte, il comprend et le christianisme et l'islam. S'éleva une nouvelle secte qui combinait les deux méthodes de conquête et de controverse.
Croyant qu'une telle méthode serait plus efficace pour effacer toute trace de la nation et de la religion juive. Elle décida de faire appel à la prophétie et de créer une foi nouvelle contraire à notre religion divine, prétendant qu'elle avait également été donnée par Dieu. De la sorte, elle espérait semer le doute et introduire la confusion, puisque l'une s'opposant à l'autre, c'est-à-dire le judaïsme contre le christianisme ou l'islam, et toutes deux émanant prétendument d'une source divine, cela conduirait à la destruction de toutes les deux religions. Voilà, je m'arrête là, c'est encore assez long, mais on voit que Rambam, il a envisagé toutes les hypothèses, l'éradiction violente, la controverse philosophique, c'est notamment le problème de la Septante, la traduction de la Torah en grec, et qui a été la base d'une dialectique et d'une opposition philosophique entre les Grecs et les Juifs, et la troisième voie qui combine les deux, donc la création d'un judaïsme bis ou terre, judaïsme bis le christianisme, judaïsme terre l'islam. Voilà. Et en envoyant cette lettre, Rambam va renforcer la foi des Juifs yéménites et bloquer la progression de cette hérésie. Alors, il suivra une deuxième lettre un peu plus tard qui s'appelle Igeret Hashmad. On avait déjà parlé de tout ça quand on a parlé de l'Espagne. Une lettre aux apostats où Rambam absout les Juifs qui ont été convertis de force. Donc ça, c'est très important parce que lui-même va bénéficier de cette souplesse, mais effectivement, c'est une réponse qui a été déterminante pour les Juifs qui ont été convertis de force. D'ailleurs, vous savez que Kol Nidre, en fait, c'est l'annulation des vœux, c'est ce qu'on pense en tout cas, l'annulation des vœux de soumission au christianisme ou à l'islam qui ont été acquis sous la pression, par force, et dire que ces vœux sont nuls et non avenus, donc je ne me suis absolument pas soumis au christianisme ou à l'islam. Voilà. Alors on continue. À partir du XIIe siècle, le judaïsme du Yémen évolue, tant sur le plan social qu'économique et culturel. Arrivent au Yémen des rabbinim un peu plus savants que les rabbinim locaux originels, et ces rabbins font l'interface, font le lien entre les rabbins de diaspora et les rabbins du Yémen, donc entre les communautés juives à l'étranger et les communautés du Yémen. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui bascule. Au XIIIe siècle, le commerce qui était tellement florissant que les Juifs tenaient en grande partie vers l'Asie leur échappe totalement. C'est la vieille concurrence avec les chrétiens ou avec les musulmans, et la communauté juive régresse totalement. Et à partir de là, on a très très peu d'informations sur le judaïsme yéménite. Il est tombé en oubli, il est sous une chape de plomb, menant une toute petite vie, nous verrons ça, et va se replier longtemps sur soi-même. Et puis ce judaïsme du Yémen, nous sommes là donc au XIIIe siècle, reviendra sur le devant de la scène en 1629. Ah, c'est précis. Qu'est-ce qui se passe en 1629? Le nouvel imam zaïdite, donc chiite, dénie le droit aux Juifs du Yémen d'habiter le pays. Il veut les expulser. 1629. Et en fait, c'est une réaction épidermique extrêmement violente des musulmans à l'influence d'un personnage, on n'a pas pensé à lui, Sabtai Tzvi, un messie qui fait des ravages dans la communauté juive. On considère ces sabbatéens comme des gens en révolte contre l'islam, et donc il y a une réaction extrêmement violente qui va culminer en 1679. 1679, c'est une date absolument critique dans la mémoire des Juifs yéménites, c'est la date de la catastrophe absolue. Tous les Juifs du Yémen sont expulsés du Yémen.
1679, ils sont expulsés de Sanaa et des grandes villes de tout le Yémen central et ils s'installent à Mouza, qui est une zone complètement désertique sur le bord de la mer Rouge. Nous sommes dans cette région-là, quelque part par là. Il n'y a rien à l'époque. Il y a tellement rien que les 2 tiers des réfugiés vont mourir de faim. Les 2 tiers. C'est énorme, c'est une catastrophe absolue. C'est le pire moment de l'histoire des Juifs du Yémen. Et puis, 1 an après, ils ont le droit de revenir. Les choses se sont calmées. 1 an, c'est très court, mais les 2 tiers de la communauté a été décimée. Ils ont le droit de revenir, mais ils n'ont plus le droit de s'installer dans les villes. Ils peuvent s'installer dans les faubourgs et surtout, avant leur expulsion, on leur avait tout pris, leurs biens personnels, leurs maisons, les synagogues qui ont été transformées en mosquées, les livres, on leur a tout pris, on ne leur restitue rien. Et on applique des lois de discrimination nettement renforcées aux abords des villes. 1679-1680. Cette expulsion est l'événement le plus traumatique de la communauté juive yéménite de toute époque, jusqu'à l'époque contemporaine. Voilà, là, je vous ai raconté les grandes lignes de l'histoire des Juifs du Yémen. Maintenant, voyons voir un petit peu quelle est leur vie en tant que minorité. Ça va? Vous me suivez? Ils sont d'abord la seule minorité de quelque importance dans un environnement musulman. Et ils sont soumis à la dîma, au statut de dhimmi, jusqu'en, tenez-vous bien, je vous ai donné cette date tout à l'heure en disant qu'elle est importante, jusqu'en 1962. Alors pourquoi tellement tard? Tout simplement parce que le statut de dhimmi a été supprimé en terre d'islam par l'aventure coloniale européenne. Quand les Français ou les Anglais ou les Italiens, peu importe, sont arrivés en terre d'islam, ils ont supprimé le statut de dhimmi. Oui, mais Yémen, personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Alors vous allez me dire, si, quelqu'un est arrivé. Oui, les Anglais sont arrivés à Aden, c'est vrai. Aden est un port autonome anglais. Alors, tout ce qui les intéresse, les Anglais, c'est le business, c'est le commerce avec l'Inde. N'oublions pas qu'ils sont implantés en Inde. Et donc, ils s'en fichent complètement du sort des Juifs à l'intérieur du Yémen. Ce n'est pas leur problème. Donc, effectivement, les Juifs du Yémen sont soumis à la dîma jusqu'en 1962. Maintenant, il y a une curiosité là-dedans. Ils sont soumis à la jizya, donc à l'impôt payé par les Juifs. Sauf que le calcul de la jizya au Yémen est très différent de ce qui se passe dans d'autres pays. Il est calculé de façon progressive, cet impôt, en fonction, alors déjà, il n'est prélevé que sur les hommes en âge de travailler, et il y a 3 paliers de revenus. Ils doivent payer comme impôt, parce que dhimmi, entre 3 et 7 jours de travail par an. Donc, donner 3 à 7 jours de travail par an sous forme d'impôt. C'est-à-dire entre 1 et 3% d'impôt, maximum. Ce qui, en fait qu'ils payent beaucoup, beaucoup moins d'impôts que les musulmans qui sont soumis à la zakat, la tzedaka, qui est de 10% de leurs revenus. Alors, c'est vraiment une curiosité qui ne touche que les Juifs du Yémen, mais c'est assez curieux, c'est assez amusant de voir qu'avec leur statut de dhimmi, ils sont beaucoup moins taxés finalement que les musulmans eux-mêmes. Alors, au cours du XVe siècle, sous la pression des sunnites, apparaissent des restrictions, de nouvelles discriminations très appliquées dans les régions dirigées par les imams, c'est-à-dire essentiellement à Sanaa, la capitale, et dans quelques autres grandes villes, mais beaucoup moins dans les zones tribales. Et contrevenir à la dîma, qui a été appliquée jusqu'en 1962,
c'est s'exposer à des représailles terribles. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec Sabtai Tzvi. Il a contrevenu, s'est opposé au statut de dhimmi et ça a très mal terminé, cette affaire-là. Alors, par contre, les Juifs du Yémen ont un statut très particulier. Donc, nous avons dans les villes, Sanaa et les autres grandes villes, le statut de dhimmi appliqué à la lettre très rigoureusement. Et dans les zones tribales, qui représentent 85% de la population, qui sont ces milliers de villages disséminés dans les montagnes, dans les oueds, dans le désert aussi. J'ai vu pas mal de photos. Le Yémen, je ne parle pas de la population, mais la nature, c'est quelque chose d'absolument somptueux, d'une sauvagerie terrible, mais d'une beauté absolue. Et dans ces villages en montagne, qui sont construits en pierre, etc., vous avez des tribus. Et en zone tribale, ce n'est pas le statut de dhimmi qui prévaut, c'est le droit coutumier qui ignore totalement les discriminations de la dhimma. Par exemple, les maisons juives sont tout aussi hautes que les maisons des musulmans, sans aucun problème. C'est le droit tribal. Maintenant, ces maisons ne sont pas très hautes, il faut bien s'en rendre compte. On est en montagne, on ne construit pas très haut, mais elles sont tout aussi hautes que les autres. Selon le droit tribal, et ça c'est vraiment important, chaque famille juive est rattachée à un patron musulman. Et ce patron musulman est responsable de sa sécurité. Alors, nous verrons par le témoignage d'un voyageur, mais pas ce soir, que ce patron musulman traite très souvent mal son juif. C'est une bête. Il n'a pas beaucoup de respect pour lui. Mais, il est responsable de sa sécurité. Et si un affront est fait à un juif, écoutez, c'est incroyable, c'est vu comme une insulte personnelle à son patron et à toute sa tribu. Et ça, on peut se battre entre tribus pour l'honneur d'un patron ou du juif d'un patron. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, il appartient, si vous voulez, à une famille qui est responsable de sa sécurité et qui ira jusqu'à se battre pour son honneur, parce qu'on n'a pas le droit d'insulter le juif d'un patron, c'est comme insulter le patron lui-même et toute sa tribu. Ces notions de honte et d'honneur sont déterminantes dans les relations entre les juifs et les musulmans en zone tribale. Pourquoi elles sont déterminantes? Parce qu'il y a une interdépendance absolue entre le juif et son patron. Une tribu ou un patron dont le juif aurait été insulté, la tribu est vue comme incapable de défendre son juif. C'est une honte totale, une honte absolue, et ça se lave souvent dans le sang, pour l'honneur d'un juif ou de son patron. Voilà. Alors, discrimination ou intégration? Les Juifs du Yémen ont toujours pratiqué l'artisanat et le petit commerce. Ça, je vous le rappellerai, parce que quand ils vont arriver en Israël, on ne tiendra absolument pas compte de leurs compétences et on va les mettre à travailler dans l'agriculture où ils ne sont absolument pas résistants, ils ne connaissent pas le travail, ils ne tiennent pas le coup. Mais c'est une histoire pour plus tard. Donc, ils ont toujours fait de l'artisanat et du petit commerce. Alors, l'artisanat, pourquoi? Essentiellement le travail du métal et surtout le travail de l'argent. Vous savez qu'il y a de très, très beaux bijoux yémis, parce que travailler l'argent et l'or est dégradant pour un musulman. Donc, ce travail-là a été confié aux Juifs. À Sanaa et dans les grandes villes, les Juifs ont des boutiques et des ateliers dans le quartier juif d'un côté et également dans le souk musulman. Dans les zones tribales, c'est un petit peu différent. Le Juif façonne, forge les outils dont le paysan arabe a besoin, le paysan musulman. Il lui rend de multiples services en cours d'année, moyennant quoi, au moment des récoltes, il est payé sous forme de récolte. Donc, cette façon d'échanger, de troc, si vous voulez, suppose aussi une formidable confiance de l'un envers l'autre. Le Juif ne reçoit rien, il fait son travail, il fournit, etc. Mais il sait qu'en temps et en lieu, quand il y aura la récolte, il aura
son salaire sous forme de récolte. Et de cette façon-là aussi, avec cette confiance, des liens, l'amitié se crée entre juifs et musulmans, des liens qui n'existent absolument pas en ville. Ça n'existe que dans les zones tribales. Les juifs et les musulmans se retrouvent aussi bien dans le chagrin que dans les moments de joie. Ils s'invitent les uns les autres, mais dans plein de domaines aussi, ils ont des échanges. Par exemple, en médecine, ce sont des sages-femmes musulmanes qui accouchent systématiquement les femmes juives qui mettent un bébé au monde. À l'inverse, les musulmans sont soignés par l'expertise des juifs en remèdes médicamenteux, en potions évidemment de produits naturels, ou également par leur capacité magique, par des amulettes. Donc le juif soigne le musulman et la musulmane accouche la juive. Il y a un échange total d'activités entre les deux populations. Et également, le fait que ces villages, ces communautés soient disséminées, fait que la vie juive est totalement décentralisée au Yémen. Chaque communauté, aussi petite soit-elle, vit complètement en autarcie. Et ça donne des choses assez curieuses d'ailleurs. Il peut y avoir d'un village à l'autre, on parle de petits détails évidemment, des minagim un peu différents selon un village ou un autre, selon les coutumes, les habitudes qui se sont instaurées avec le temps, ce qui porte absolument pas préjudice aux bases du judaïsme évidemment, mais chaque village avait comme ça, pas tous évidemment, mais parfois des particularités propres au village. Et chaque communauté a son représentant laïque auprès des autorités qui est chargé de collecter les impôts, et chaque communauté, aussi petite soit-elle, a son mori, son rave, qui est tout simplement la personne la plus éduquée, la plus cultivée, qui a le plus de connaissances en judaïsme dans la communauté. On verra d'ailleurs ce système-là également en Europe occidentale, où très longtemps, le rabbin dans les villages, ce n'était pas un rave, hein, c'était la personne la plus calée de la communauté qui faisait fonction de rabbin jusqu'à ce que la fonction évolue, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc ça, c'est dans chaque communauté. Ensuite, ce mori, ce rave, ne réfère à aucune autorité centrale. Il est autonome dans sa gestion religieuse de sa communauté. Par contre, chaque ville de province a un tribunal rabbinique. Et le tribunal rabbinique de Sanaa fait office de cour suprême. Mais très souvent aussi, les Juifs font appel au tribunal musulman. Notamment quand il y a un différend entre un Juif et un musulman, ça peut quand même arriver. Mais là, il faut préciser que le statut de dhimmi intervient et que le témoignage d'un Juif n'est pas recevable conformément à la charia. Voilà, j'ai encore quelques minutes parce qu'il va falloir qu'on s'arrête à temps à peu près, puisque tout de suite après moi, il y a une soirée sur les enfants cachés, sur la période de la Shoah, à l'occasion de Yom HaShoah. Donc il y a beaucoup de gens parmi vous, j'imagine, qui veulent l'écouter. Nous nous arrêterons à l'heure si possible. Voilà, alors la vie intellectuelle au Yémen, entre le XIVe et le XVIe siècle. C'est intéressant parce qu'entre le XIVe et le XVIe siècle, c'est précisément la période où la communauté juive du Yémen, historiquement, est sous le boisseau. On n'en entend plus parler. Mais pendant ce temps, il y a une production intellectuelle extrêmement intense au Yémen, notamment une très grande production midrashique. Donc, des histoires qui commentent, qui expliquent et qui explicitent nos textes. Cette communauté du Yémen est très fortement marquée, très fortement influencée par les écrits de Rambam, de Maïmonide. Et nous allons voir que ça donnera naissance à des conflits. Mais ça, ce ne sera pas pour ce soir, je pense. En tout cas, en attendant, les Juifs du Yémen ont rassemblé une véritable anthologie de tous les commentaires de la Bible, la Mishnah, de la Gemara, des Gaonim, de la philosophie, des sciences,
de la littérature juive d'Espagne qui est arrivée jusqu'au Yémen. Ça aussi, c'est assez remarquable. Des écrits de Rambam, donc de Maïmonide, et même de la littérature arabe. Et il faut signaler que beaucoup de ces textes auraient totalement disparu dans les oubliettes s'il y avait eu les écrits yéménites. Et nous verrons que lorsque les Yéménites arriveront en Israël, ils vont être littéralement spoliés de ce trésor qu'ils amènent avec eux par les Israéliens. Alors, ça ne veut pas dire que ces livres sont perdus, ils ont été mis dans la Bibliothèque nationale. Ce sont des ouvrages sur lesquels on travaille, ils sont utiles, ils n'ont pas été jetés, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on ne leur a laissé aucun droit de regard sur cette formidable bibliothèque qu'ils ont amenée avec eux. Mais c'est une autre histoire. Voilà parmi ces œuvres, 3 œuvres que je vais vous citer. Alors déjà, il y a le Midrash Hagadol de Rabbi David ben Rabbi Amram Hadani. Le voilà, notre monsieur. Rabbi David ben Rabbi Amram Hadani. Donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui habitait ou qui est originaire d'Aden, visiblement. 14e siècle. Un petit peu plus tard, il y a un autre livre qui s'appelle Maor HaAfela de Nathanaël ben Yeshaya. Le voilà, notre monsieur, Nathanaël ben Yeshaya. Et puis, au 15e siècle, il y a un Midrash qui s'appelle Midrash HaChefetz, qui a été rédigé par Rabbi Zecharia HaRofé, donc monsieur qui était également médecin. Zecharia HaRofé au 15e siècle. Ils ont également écrit beaucoup de poèmes qui ont été réunis dans un diwan. Un diwan, c'est un recueil de poésie, et qu'on chantait en dehors des synagogues parce qu'on les considérait comme des textes non sacrés. Donc, on les chantait en dehors du Beth Knesset, le Shabbat et également les jours de fête. Voilà, alors, j'en ai encore pour 2 minutes sur la poésie. Cette poésie, elle émerge très tôt dans la littérature yéménite, dès le XIIe siècle. Et ce qui est assez curieux, elle a été influencée un peu plus tard, évidemment, par les écrits andalous, par la poésie andalouse, et ça va aller très loin, puisqu'à partir du XVIe siècle, on va avoir des poésies polyglottes. C'est-à-dire que dans un même poème, on va trouver de l'arabe, de l'araméen et de l'hébreu. Le poète le plus important de toute l'histoire du Yémen s'appelle Rabbi Shalom Shabazi. Rabbi Shalom Shabazi, qui est né en 1619, et il a écrit à lui tout seul des centaines de poésies qui représentent à peu près un tiers de la production poétique des Juifs du Yémen. C'est considérable, sur toutes les époques réunies. Un tiers de cette production, de ce patrimoine poétique des Juifs du Yémen. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que le prochain chapitre, un petit peu moins sympathique, puisqu'il va nous montrer des Juifs qui vont s'opposer les uns aux autres, notamment à propos du rituel, et c'est une autre affaire dont nous parlerons, Ezrat Hashem, dans 15 jours. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, et si je sais répondre, je réponds. Pardon? Il faut ouvrir les micros, je n'ai rien compris. Oui, bonsoir. Oui, c'était passionnant, Georges. Je vais maintenant ouvrir le micro. Voilà. Tu peux rouvrir ton micro, Georges, et vous pouvez maintenant intervenir et poser vos questions. C'est à vous. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir, je sais quelque chose vous dit qu'en fait, les Juifs étaient dispersés et d'un autre côté, il y avait énormément d'informations qui leur arrivaient et apparemment une profusion de créations comme la poésie ou d'autres domaines.
comment pouvaient-ils communiquer, comment pouvaient-ils se réunir et comment pouvaient-ils approfondir leurs connaissances pour les développer? Alors écoutez, l'approfondissement des connaissances, ça c'est le 18e, 17e, 18e siècle, et nous en parlerons justement, ce sera à l'origine d'une polémique entre les Juifs yéménites. Maintenant, par ailleurs, c'est une communauté de tradition essentiellement orale. Je vous ai parlé là de la poésie, ça c'est une chose, mais il n'y a pas beaucoup d'écrits, sinon une compilation de ce qu'ils ont reçu, parce que, alors, ils ont reçu beaucoup parce que l'Empire, d'abord l'islam, et surtout ensuite l'Empire ottoman à partir de 1870, l'Empire ottoman c'est quelque chose d'immense. Et c'est une terre dans laquelle où on circule énormément dans tous les sens. Et donc, à travers les circulations de personnes, sont véhiculés également des textes, des livres, toutes sortes de choses. D'ailleurs, vous allez voir, la prochaine fois, on parlera notamment des Doharna, qui sont un groupe de juifs qui vont intégrer notamment des tfilotes séfarades, alors que ce n'est pas le Noussar, ce n'est pas la tradition yéménite. Il va y avoir une opposition. Et on va voir à travers cette population les lumières rentrer au Yémen, la Scala. Ça va aller très loin, tellement loin, que les Juifs yéménites en Israël, en Palestine à l'époque, vont prendre parti pour un côté ou l'autre, parce qu'on est en train de chambouler complètement, de secouer une tradition multiséculaire. Mais ça se transmet vraiment de bouche à oreille. C'est une civilisation de l'oralité, de la mémoire. Et on sait tout par cœur, on sait énormément de choses. Vous connaissez le principe des Juifs yéménites qui avaient très peu de bouquins et qui étaient capables de lire la tefila à l'envers, en étant debout devant la même tefila, ils sont capables de la lire à l'envers. C'est assez fabuleux, c'est une civilisation magnifique et qui a apporté sa contribution au développement du judaïsme. Ce qui sera par contre, par exemple, qui ne sera pas le cas des Juifs éthiopiens. Ils ont vécu, eux, en autarcie totale, avec pratiquement pas de contact avec les communautés, et sont restés bloqués à une certaine époque. Les Juifs du Yémen connaissent le Talmud. Ils ont étudié le Talmud, ils ont tout étudié. Donc, c'est des gens qui sont profondément cultivés. Et comment c'est arrivé? Ça tient, franchement, c'est des individus. C'est une petite population, probablement curieuse, certainement très croyante, avec une foi absolue, notamment une foi à la montée en Israël. Vous connaissez l'histoire des ailes de l'aigle. C'est comme ça que les Israéliens ont pu les ramener. C'est très étonnant. Vous posez une bonne question et je n'ai pas toute la réponse. Je n'ai pas toute la réponse. C'est assez compliqué. On n'a pas d'écrit. On n'a pas d'écrit. C'est fascinant quand même de se dire qu'ils étaient dispersés, que chaque petite communauté était peu nombreuse, ils étaient très croyants, et puis se dire qu'ils avaient autant appris, mais en étant dispersés et séparés. C'est tout à fait fascinant. Vous avez raison. Vous avez raison. Incroyable. Alors, il y a eu quand même le camp d'Aden, etc., où on a beaucoup transmis. Mais ça, c'est une période beaucoup plus contemporaine. Mais tout le temps précédent, ces gens ne sont pas des ignorants, ils connaissent beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait une communication entre la grande ville et puis Non, très peu. Très peu. Il y a des distances au Yémen, hein, c'est grand le Yémen. Il y a des distances. Je vais vous raconter plus tard le rapport d'un voyageur qui avait séjourné 3 mois au Yémen, qui est allé de village en village. C'est assez impressionnant ce qu'il raconte. On est sur une autre planète. On est vraiment sur une autre planète. Ah, bravo, c'est vraiment des gens magnifiques. Vraiment des gens magnifiques. Comment le médecin a appris la médecine? C'est la médecine empirique, hein, c'est la médecine de l'époque. Ce n'est pas un problème, ça. On a toujours pratiqué la médecine, pas l'avant-garde scientifique, mais la médecine des plantes, la médecine des pommades, etc. Ça, c'est toujours pratiqué. Et puis un petit peu d'amulette, un petit peu de superstition, ça fait marcher la machine.
probablement. Ou pas. Merci beaucoup, Georges. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question? Johan, la barbe, elle a grandi. Ouais, le Homer est arrivé. Je vois. Merci beaucoup, Georges. Toda raba. Merci à tout le monde. À bientôt. Bien pour la suite. Merci beaucoup. Fascinant. À dans 15 jours. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Merci, Georges.